Alors, on en aborde le procès des médecins de Nuremberg. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, procès qui fait suite au tribunal militaire. Et là, ce qui est important, c'est que les avocats des grands dignitaires nazis vont être les mêmes qui vont s'occuper d'assurer la défense des médecins accusés. Alors, ils sont payés par le gouvernement américain et c'est un procès qui va se vouloir tout à fait équitable. Ce n'est pas les procès bâclés qu'on a en France après la libération. Je rappelle, je crois, le procès de Laval, il a été bouclé en 2 jours. Enfin, les procès des collaborateurs sont très vite expédiés parce qu'on n'a pas envie de comprendre ou de savoir. Et là, c'est un procès des médecins qui va être extrêmement bien dirigé. Et avant de commencer, si vous devez retenir une personne, c'est la personnalité de Léo Alexander. Léo Alexander, il a 41 ans, il est né à Vienne, et sans lui, le procès des médecins de Nuremberg n'aurait jamais eu lieu. Alors, c'est un juif qui a fait des études de neurologie, qui est un type extrêmement brillant, qui a été à l'université de Vienne, qui a été assistant à l'Institut de recherche sur le cerveau Wilhelm Kaiser, qui a travaillé à l'Institut neurologique de Francfort. En 1933, avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, il part en mission humanitaire en Chine, et puis après, il émigre aux États-Unis. Il devient professeur de neuropsychiatrie à la Duke University School of Medicine. Et là, il est engagé par la CIA, parce que pendant la guerre, les Américains veulent être tenus au courant de l'état d'avancée des Allemands en physique, mais aussi en médecine. C'est-à-dire qu'on prend des physiciens juifs d'origine allemande et de la même façon qu'il y a des physiciens juifs qui vont travailler sur la bombe atomique, mais qui vont être très attentifs à ce qui se passe au niveau de l'Allemagne, vous avez des gens qui glanent des informations sur, par exemple, également dans le domaine des fusées, de la physique, et puis dans le domaine de la médecine, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir, mais quels sont les états d'avancée des Allemands ? On est dans une situation où les informations passent peu. Et lui, il parle allemand couramment, il parle anglais couramment, et il est chargé en fait de savoir ce qui se passe. Et donc, il arrive en mai 1945, il fait partie des équipes qui suivent de très près l'armée américaine et qui vont sur place glaner en fait toutes ces informations. Nous sommes dans un contexte de pré-guerre froide, il faut avoir un maximum d'informations, et il parle allemand, et il voit ce qui s'est passé. Et là, il découvre avec horreur ce qui vient de se passer, les expérimentations, et il faut voir que c'est un type qui est un neurologue, et qui est un neurologue qui connaît les autres personnes. C'est-à-dire que tous ces médecins, lui, c'est un des médecins, mais en fait, ils ont été en cours avec les médecins allemands. C'est-à-dire que c'est des collègues, c'est des condisciples. Ils savent exactement. Donc, et là, il raconte dans son livre qu'il apprend ce qui vient de se passer avec effarement, et puis que les gens se confient à lui. Pour eux, pour les médecins allemands, Léo Alexander, c'est pas un médecin américain. C'est un Allemand comme eux qui a émigré. Donc, il se lâche, il raconte l'état d'avancée. Et donc, il collecte toutes ces informations, et c'est lui qui va collecter à une vitesse rapide. Parce que ce que je trouve assez extraordinaire, c'est quand on voit un procès pour une personne en France, combien de temps a lieu le procès après un crime ? Là, on est en même pas 1 an après la guerre. Il a collecté ces informations, et l'organisation et le procès peut avoir lieu. Alors, on condamne, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, que des médecins qui ont fait des crimes sur la zone américaine. Le procès débute le 9 décembre 1946, c'est-à-dire qu'en fait, pratiquement quelques mois après la fin du procès des dignitaires allemands. C'est-à-dire qu'on est à 1 an et 6 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a 4 juges, des gens de gros niveau, puisque on dira des gros calibres. Il y a Walter Bills, qui est le président de la Cour suprême de l'État de Washington, Harold Selbrun, qui est juge à la Cour suprême de Floride,
Johnson Graffer, qui est ancien juge au tribunal de district d'Oklahoma, et puis Victor Swearinger, qui est l'ancien substitut de l'attorney général du Michigan. C'est des gens de haut niveau. Alors pourquoi on a choisi Nuremberg? Parce que toute la ville a été bombardée, mais il reste le palais de justice et il reste un grand hôtel. Et Nuremberg, la salle où a lieu le procès, c'est là où avait eu lieu le procès des conjurés du mois de juillet 1944 contre Adolf Hitler. C'est-à-dire que là où il y avait eu le fameux procès des conjurés, c'est le même. Et là, cette salle, c'est la même salle où, quelques mois auparavant, il y a eu le grand procès des dignitaires nazis. Donc, procès extrêmement bien fait, avec une accusation, avec Alan Sander Hardy, Hochwald, qui est un procureur-chef. Il y a 27 avocats de la défense, donc on ne peut pas dire que ce soit chacun pratiquement. Il y a 23 accusés, 27 avocats de la défense, 32 témoins pour l'accusation, 53 témoins pour la défense. On étudie 1471 documents et il y a un compte-rendu qui comportera 11 538 pages en anglais et 11 756 pages en allemand. Donc c'est véritablement quelque chose de lourd. C'est-à-dire que on a la traduction. Il y a eu 2 livres. Il y a le livre de François Beul qui s'appelle Croix gammée et Croix-Rouge, qui a été écrit en 51, qui est un gros pavé de, je crois, 2000 pages. Et puis, sur Internet, en anglais, il y a tous les comptes rendus de ce procès, ça a été la base dans laquelle j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour faire ce travail. Alors, il y a le procès qui va se dérouler, il y a l'accusation. Vous voyez, c'est un procès à l'américaine, hein, comme vous pouvez le regarder des fois dans les séries américaines. Donc, c'est pas les gens. Le rôle est très important de l'accusation, puisque les droits de la défense sont très importants. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de bafouer la défense. Mais ce qui est intéressant, c'est le premier jour du procès. Général Telford Taylor dit: pour les victimes, il est surtout important que ces incroyables événements soient clairement démontrés et prouvés en public, afin que nul jamais ne puisse mettre en doute que ce sont des faits et non des affabulations, et que cette cour qui représente les États-Unis et la voix de l'humanité tout entière imprime ses actions et les idées qui les engendrèrent du sceau, du crime, de la barbarie. Donc nous sommes en 1946, il y a déjà cette arrière-pensée du négationnisme et de cette volonté de montrer que nous avons affaire à véritablement des crimes, et des crimes monstrueux. Alors, les 4 chefs d'accusation, il y a premièrement l'intention, la volonté de commettre des délits. Deuxièmement, c'est les crimes de guerre. Troisièmement, les crimes contre l'humanité. Et quatrièmement, l'appartenance à la SS après le 1er septembre 1939. 23 personnes, 20 médecins, 3 administratifs. Là, c'est un des schémas pour comprendre, parce qu'on essaie de comprendre les choses. Alors, je vous donne à peu près les gens qui sont... on a, parmi les administratifs, on a Karl Brandt, qui est commissaire au Reich pour la santé, Victor Braque. Alors, qui sont ces médecins? Moi, je vous ai montré ça parce que c'est un tableau, ça permet un petit peu de voir. Ils ont, le plus jeune s'appelle Fischer, il a 35 ans, il est né en 1912. Le plus âgé a 62 ans, il s'appelle Gensken, et puis il y a Handloser. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont SS, mais pas tous. Vous avez sur la dernière colonne, avec la date à laquelle ils ont adhéré à la SS. On a... Là, vous avez ceux qui sont membres du parti nazi. Vous voyez que Handloser, qui a 62 ans, n'est pas membre du parti nazi, que Schroeder n'est pas membre du parti nazi, que Pokorny n'est pas membre du parti nazi, et que Schaeffer n'est pas membre du parti nazi, mais que les autres sont membres du parti nazi. Alors, ce qui est assez important, c'est de voir que, est-ce que c'est des nazis de longue date ou de fraîche date? Par exemple, pour Rostock, il a adhéré en 1938. En revanche, vous en avez d'autres comme Sievers qui ont adhéré en 1928. Donc on remarque aussi que ce n'est pas des nazis de longue date, c'est des nazis généralement après 1933, hein, pour la grande majorité. Et puis quelques-uns ont été membres des SA. Alors, c'est des gens qui ont été membres, et ça c'est important, c'est des membres qui sont diplômés à la fois de facultés de Berlin, de Munich, de Vienne. Quelques-uns sont professeurs. Handloser est professeur honoraire. Vous en avez... Handloser est professeur honoraire. Vous en avez certains... Biom Gebhardt qui est professeur honoraire. Donc, on n'a pas affaire
a des petites pointures. Et c'est véritablement des gens avec des statuts universitaires. Et ce n'est pas des statuts universitaires de complaisance, c'est-à-dire parce qu'ils ont été membres du parti nazi, mais parce que c'est des gens qui ont, pour la plupart, une grande liste de titres et travaux. Ce sont, pour la plupart, des gens qui sont des médecins réputés. Alors, je vais vous parler des expérimentations, mais je vais en sélectionner 2 ou 3 qui me paraissent emblématiques. La première expérimentation dont je vais vous parler, c'est l'expérience sur les hautes altitudes. Elle est intéressante parce que c'est celle que vous devez retenir. On est en 1930, 40, 41, 42, et l'industrie aéronautique allemande est extrêmement bien développée. Vous savez que c'est les Allemands qui vont mettre au point le premier avion à réaction. Que le premier avion à réaction commence à voler en 1945, avant c'est des prototypes, mais ces avions à réaction, et que les Américains vont se servir beaucoup de la technologie acquise par les nazis pour perfectionner l'industrie aéronautique américaine. Et que beaucoup des ingénieurs qui ont mis au point les Messerschmitt, notamment 163, vont après partir aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, ce qui veut dire Paperclip, ça veut dire trombone. Ils vont être exfiltrés par les Américains pour travailler dans l'industrie aéronautique américaine. Et par exemple, tout le monde sait que par exemple Werner von Braun, qui a mis au point le programme spatial américain, était celui qui avait mis au point les V2 et qu'il avait été exfiltré après la guerre pour favoriser l'industrie spatiale américaine. C'est un contexte de guerre froide. Les Russes font exactement la même chose. On est dans une chasse aux grosses têtes, pour avoir un maximum d'informations. Alors les Allemands ont mis au point un avion qui est le Messerschmitt 163 et qui est capable de monter à 10 à 12 000 mètres d'altitude. Mais ils sont confrontés à un problème, c'est qu'à cette altitude, on ne connaît pas comment l'être humain réagit. Bien souvent, les pilotes qui montent très haut, à 10 000 mètres, commencent à avoir des maux de tête, parfois ils tombent en syncope, et ça pose un problème. On ne comprend pas bien ce problème de la pression en atmosphère et du rôle sur l'organisme. Et vous avez un type, qui s'appelle August Wels, qui est là derrière, qui est le meilleur spécialiste de la médecine aéronautique allemande. C'est un type archi brillant qui a la chaire de médecine aéronautique et qui est un grand sportif, qui est un héros de la Première Guerre mondiale. Et honnêtement, en lisant les témoignages, c'est tout sauf un débile mental, c'est tout sauf un salaud intégral, c'est tout sauf un fanatique nazi. C'est un type qui s'intéresse, qui est vraiment le professeur, et il donne un cours sur les effets de la haute pression en atmosphère de médecins de la Luftwaffe. Et il y a une personne qui s'appelle Sigmund Rascher, retenez bien son nom parce que lui on va en parler, qui est un médecin qui a été affecté à la Luftwaffe, et on est en 1941. Il assiste au cours de Gutwes qui dit voilà, jusqu'à 10 000 mètres, on sait qu'on peut monter, mais au-dessus de 10 000 mètres, on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'il n'y a jamais eu de volontaire et personne ne veut monter à 10 000, 12 000 mètres. Et c'est vrai que ça serait pas mal si un jour il y avait si on avait la connaissance de ce qui se passe sur l'organisme à 12 000 mètres d'altitude. C'est un cours dans un amphithéâtre, dans un cours de médecine aéronautique. Sigmund Rascher assiste au cours, et Sigmund Rascher, il est marié avec une femme qu'on surnomme Nini, qui a été la secrétaire d'Himmler. Secrétaire et en même temps, on pense maîtresse. Et il écrit une lettre à Himmler, et il dit
J'ai reçu l'ordre de suivre un cours de médecine aéronautique à la 5e région aérienne à Munich. Pendant ce cours, l'étude des vols à haute altitude, nécessitée par le plafond plus élevé des avions de combat britanniques, a pris une place importante. On a jugé regrettable de ne pouvoir faire des expériences sur du matériel humain. Et il dit, voilà, on a retrouvé la lettre, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des gens, des criminels pour faire ces expérimentations? Et là, réponse d'Himmler, pas de problème, on peut faire une expérimentation. Alors, Wels, qui est le patron, il charge 2 personnes, Siegfried Rüff, qui est la chef de la section médicale du Centre aéronautique expérimental de Berlin, et son assistante Wolfgang Romberg. Les deux, c'est des chercheurs. C'est des chercheurs en médecine aéronautique. C'est pour les médecins. S'il y a des médecins dans la salle, on sait, de temps en temps, il y a des gens, il y a médecine aéronautique, mais c'est une petite niche tout à fait spéciale de physiologistes qui connaissent parfaitement leur travail, mais qui est un peu à part. Et là, il charge donc 2 personnes, puisqu'il a obtenu l'autorisation, pourquoi pas profiter de cette opportunité? Les 2 viennent et ils vont donc se rendre à Dachau. Et en Allemagne, il y a 2 cabines de pressurisation, c'est-à-dire qui simulent les hautes altitudes. Il n'y en a que 2. Un camion est affrété avec le déménagement, avec tout ce que ça peut. 6 mois plus tard, on installe ça à Dachau et les premiers essais débutent le 22 février 1942. Wels, Rambert, Rüff ne se posent pas de questions. On a à disposition des personnes criminelles pour eux et on va le faire, l'expérimentation. Et puis, Rascher, qui est un nul fini, mais qui est la crapule par excellence, qui est l'opportuniste, lui, il jubile. Il va pouvoir faire une découverte qui va améliorer l'état des connaissances et qui pourra faire en sorte que les pilotes allemands montent à 12 000 mètres d'altitude, car vous savez dans les avions de chasse, c'est celui qui est le plus haut qui a l'avantage sur celui qui est plus bas. Et donc, comme ça, l'Allemagne pourra avoir sa supériorité sur les chasseurs anglais, américains. Sigmund Rascher, non seulement va faire les expérimentations, mais il va faire les photos. Il va écrire. La 3e expérience de ce type prit une tournure si extraordinaire que j'appelais le médecin SS du camp comme témoin, car j'avais pratiqué ces expériences entièrement seul. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, Rascher, dans sa folie d'expérimentation, il va laisser tomber un petit peu Romberg et Rüff, et puis il va continuer, il va faire de temps en temps des expériences seul, puisqu'il a la cabine sur place. Il s'agissait d'une expérience continue, sans oxygène, à une altitude de 12 km, pratiquée sur un juif en bon état général, âgé de 37 ans. La respiration se poursuivit pendant 30 minutes. Au bout de 4 minutes, le sujet commença à transpirer et à remuer de la tête. Au bout de 5 minutes, des crampes se produisirent. Entre 6 et 10 minutes, le rythme respiratoire s'accrut et le sujet perdit connaissance. Entre 11 et 30 minutes, la respiration se ralentit jusqu'à 3 mouvements par minute et finalement s'arrêta. Une cyanose intense apparut et de l'écume monta à la bouche. À intervalles réguliers de 5 minutes, des électrocardiogrammes furent enregistrés avec 3 électrodes. Après l'arrêt de la respiration, l'électrocardiogramme fut enregistré sans interruption jusqu'à l'arrêt complet des mouvements du cœur. Voilà ce que fait Rascher. C'est-à-dire que pour lui, ça lui permet de faire comme ça. Alors il va tout noter scrupuleusement parce que c'est un scientifique. Il va noter, il va faire des diagrammes. Il est content parce que... Et tout le monde a l'air content finalement parce que on fait comme ça, on arrive un peu à établir comme ça à partir de quel palier, les conséquences. Et là, il va étudier. Alors là, vous avez la photo, probablement. Est-ce que c'est la personne dont il parle? Mais il fait la photo et c'est terrible parce que les conséquences aux hautes altitudes, quand les personnes, c'est la mort, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on monte progressivement les paliers et ça va entraîner 80 morts. Et généralement, le patient, il était aussitôt après autopsié. Alors on trouva dans le cerveau un fort œdème sous-arachnoïdien et une quantité considérable d'air dans les veines et les artères du cerveau. Plus tard, on s'aperçut que les vaisseaux sanguins du cœur et du foie étaient entièrement obstrués par des bolus. Les préparations anatomiques sont conservées pour examiner plus tard. Le cas mentionné en dernier lieu à ma connaissance, le premier de ce type qui n'a jamais été observé sur un homme,
Les mouvements décrits ci-dessus présentent un intérêt scientifique d'autant plus grand qu'ils ont été enregistrés jusqu'au bout sur électrocardiogramme. Les expériences seront continuées et étendues. C'est Sigmund Rascher. Et là, on fait des autopsies et on présente les travaux. Et là, c'est Rascher qui... Et là, les deux médecins aéronautiques, Romberg et Ruff, ils craquent. Ils craquent parce qu'ils voient que l'autre, il dit qu'il a la confiance d'Himmler. Et ce qui, au début, était une expérimentation pour eux tout à fait licite, ils voient que ça dérape. Wels est énervé contre Rascher. Il dit il ne me donne pas les résultats. Romberg et Ruff, ils se dégonflent. Ils participent au début des expérimentations, mais au bout d'un moment, ils disent stop. Et donc, ils vont dire qu'il faut rapatrier la cabine et les expérimentations vont s'arrêter. Néanmoins, 80 morts. Et comme le dit François Bayle, l'ambition et l'intérêt alliés à ses instincts de violence et à son insensibilité cynique, dans sa nature entreprenante et active, l'ont amené, grâce à la protection de Himmler, à jouer dans ses affaires le premier rôle. Héros médical de l'ordre nazi, il a ravalé l'homme au rang de cochon d'âne. Voilà, c'est Rascher, c'est donc un esprit minable. Et quand on interroge Romberg et Ruff, qui sont les deux médecins aéronautiques qui ont, je crois, à peu près 40 ans, qui sont des types mondialement reconnus pour leurs travaux en médecine aéronautique, Romberg dit « Je ne suis ni un violent ni un boxeur, je n'avais aucun droit ou devoir légal d'intervenir par la force, j'étais un invité et moi, j'ai rien fait dans cette histoire. » Quant à Ruff, il est évident que nous devions terminer nos expériences le plus vite possible. Et alors, il dit que Romberg devait prétexter que la Chambre n'était réclamée d'urgence aux France, n'était pas entièrement sans danger, et nous attrime plus tard que Hitler avait écrit que ceux qui essaieraient de saboter les expériences seraient considérés comme des traîtres. Donc les deux ont commencé à participer, et puis très vite, ils se dégagent parce qu'ils voyaient que ça prend une tournure qui ne leur plaît pas. Alors, vous voyez, en fait, ce que je vais vous dire dans tout ça, c'est que, donc, finalement, à l'issue du procès, Wels, celui qui a donné le cours et qui a suggéré l'idée, sera acquitté. Ruff et Romberg seront acquittés. Et Rascher, lui, en fait, il a une histoire un peu particulière. C'est qu'il avait une femme qui avait 50 ans. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait croire que sa femme, à 50 ans, il a acheté un gosse à sa femme de ménage. La femme de ménage était enceinte. Il l'a payé. Il a récupéré le gosse qu'on voit sur la photo, et il a fait croire que sa femme avait accouché de cet enfant. C'est-à-dire que sa femme, pendant 9 mois, elle s'est baladée avec un ventre, avec un petit coussin, et puis, comme il était proche d'Himmler, il disait, et Himmler, il a demandé à ce que Himmler soit... Himmler était dans la confidence que Nini, qui avait à peu près 48 ans ou 50 ans, était enceinte. Donc, et quand l'enfant est né, Himmler a fait des cadeaux. Et puis très vite, on s'est aperçu de la supercherie. Et en fait, il a été arrêté en 1945. Et il a été tué en avril 1945 à Buchenwald, d'une balle dans la tête. On ne sait pas s'il a été tué parce Himmler savait qu'il avait réalisé des expérimentations, ou si il a été tué parce qu'il avait trompé la confiance d'Himmler. En tout cas, il a été zigouillé par les Allemands en avril 1945, en emportant avec lui tous les secrets qu'il savait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce procès est intéressant parce que moi, j'ai retenu deux choses. Premièrement, deux chercheurs sont interrogés par l'accusation. C'est deux Allemands, deux médecins spécialistes en aéronautique, qui s'appellent Lutz, qui est médecin-capitaine dans la Luftwaffe, et Wendt, et qui ont la particularité, c'est que Wels leur avait demandé de participer à l'expérimentation, et les deux ont refusé. Ils ont refusé, ils ont dit... et l'accusation lui dit mais pourquoi vous avez refusé? Il dit parce qu'on n'est pas assez dur pour participer à ce genre d'expérimentation. Et alors quand l'Américain lui dit mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a Wolfgang Lutz qui dit cette phrase: c'est déjà assez difficile d'expérimenter sur un chien qui vous regarde et qui semble avoir une sorte d'âme. Donc c'est la preuve qu'on pouvait refuser de faire une expérimentation sans en avoir des conséquences, et même en tant que de guerre. Donc ça va être un des arguments des médecins américains, c'est-à-dire que vous nous dites que vous n'aviez pas le choix, mais néanmoins, deux personnes ont refusé. Et puis, une autre personne qui s'appelle Erhard Mitsch, qui est le maréchal responsable de la Luftwaffe, qui lui apprend
au bout de quelques semaines, qu'il y a ce type d'expérience faite à Dachau et qui dit rapatriez-moi la chambre parce que ce type d'expérience n'est pas raisonnable. C'est le responsable de la Luftwaffe, c'est le maréchal Milch, qui va être condamné, mais qui est le grand responsable de la Luftwaffe, parce qu'il trouve que cette expérience n'est pas justifiable. Donc tout ça pour montrer qu'il y a différents types d'esprits. Et là, je crois que il est intéressant de voir qu'ils ont été acquittés, mais c'est l'objet d'une grande réflexion, c'est-à-dire que, comme l'a dit Bale, le démon expérimental qui animait Himmler et ses médecins semble s'être emparé des hautes sphères médicales de l'armée de l'air, où l'esprit nazi pourtant ne soufflait pas, mais où l'on fit néanmoins un pacte avec ce démon. Même sans mort, conséquence durable, brutalité, on se brûle toujours quand on fréquente le diable. Bale, c'est le médecin français qui a écrit ce livre sur le procès des médecins de Nuremberg. Alors, ce qu'ils sont devenus, Ruff, il a été acquitté, il a été nommé professeur à Bonn en 1952, directeur de l'Institut de médecine des transports aériens à Bonn en 1954. Romberg a été acquitté, il a ouvert un cabinet médical à Düsseldorf. Et puis Wels, il est acquitté, il devient professeur à Munich et il poursuit après la guerre son activité de professeur. Et celui qui chapeaute tout, qui est responsable de tous les programmes de médecine aéronautique, qui s'appelle Strogold Hubertus, qui est considéré comme le père de la médecine spatiale. C'est-à-dire que des centaines d'articles ont été écrits sur lui. En fait, lui, il avait participé, en fait, c'était le supérieur hiérarchique de tous ces gens-là. Après la guerre, il part à Randolph, c'est à San Antonio. Il devient en fait directeur du département de médecine spatiale en 1949. Il devient après, c'est lui qui participe au programme de médecine spatiale. Il est membre d'honneur de la Société allemande de médecine aéronautique et spatiale et l'Académie allemande des chercheurs en sciences naturelles de Léopoldina avait écrit « En cette année de jubilé, vous pouvez être fier de votre travail d'avant-garde ». Et il ne sera jamais, jamais, jamais inquiété, alors qu'il est au courant de ces expérimentations. Alors les accusés, je crois que voilà, c'était une expérience parmi d'autres, mais je crois que c'est important de la situer parce que elle montre et elle démontre que l'idée selon laquelle les médecins qui ont fait des expérimentations étaient des monstres, en fait, ça a été plus facile après de focaliser sur une personne plutôt que donner la responsabilité sur un grand nombre de personnes, si je me fais bien comprendre. Deuxième type d'expérimentation, Racher, toujours. Là, Racher, c'est la personne qui a le costume. On a un problème, c'est que les pilotes allemandes qui tombent en mer du Nord meurent d'hypothermie. Quel est le traitement de l'hypothermie? Donc, on prend 280 à 300 prisonniers, on fait des expériences de refroidissement, c'est-à-dire qu'on prend une cuve de 2 mètres sur 2 avec des glaçons, vous voyez, c'est ce qui flotte dans l'eau, et on met la personne avec une tenue et avec sa bouée, et on lui met des électrodes, et on étudie tout ça, parce que c'est vrai que les Allemands sont confrontés à ce problème des hypothermies chez les naufragés et chez les pilotes qui tombent en mer. Alors là, Racher, il étudie, il dit la rigueur, rigidité progressive des muscles, augmentée au fur et à mesure que le refroidissement, interrompu ça et là par des tressaillements cloniques toniques. Lorsque la température diminue encore, elle cessait d'un seul coup. Ces cas ont eu une issue mortelle et les tentatives de réanimation n'ont pas abouti. Alors là, Racher intervient avec un type qui s'appelle Handloser et Racher, il n'a aucune connaissance de physiologie. Et alors, il va se lancer dans des expérimentations qui ressemblent à celles d'un enfant qui arrache une aile d'une mouche pour voir si la mouche, elle vole ou pas. Il va, tenez-vous bien, faire des études de ces pilotes pour voir, de ces déportés, pour voir quelle est la meilleure méthode de les réanimer. Alors, il met le type réchauffement avec une seule femme. Il met, c'est-à-dire le type tout nu avec 2 femmes, une femme, 2 femmes, et il fait des courbes comme ça, il étudie. C'est-à-dire l'absurdité totale. Et il va présenter ses travaux. Ils vont être publiés. Et il est aidé, vous voyez, en civil. Le civil, c'est Ernest Handloser,
qui est professeur de physiologie à l'université de Kiel. Et les travaux vont être présentés le 26 et 27 octobre 1943, un colloque qui se déroule à Nuremberg, au cours duquel il y a 90 médecins présents. Et on a retrouvé la liste des médecins présents, et parmi lesquels il y a Dr Konrad Büttner, qui deviendra par la suite professeur de bioclimatologie à Seattle, Dr Jürgen Aschoff, qui sera professeur à l'Institut Max Planck de physiologie, Dr Otto Rank, qui deviendra professeur à Erlangen, Dr Herbert Simon, qui deviendra pathologiste, directeur de l'Institut de pathologie à Munich. Donc en fait, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ces expériences, elles sont connues par l'ensemble du corps médical allemand. Elles ne sont pas faites strictement dans le cadre du camp, elles sont faites dans le camp et autour, il y a la participation des différents universitaires, d'un grand nombre d'universitaires. Et les gens, après la guerre, diront « mais moi, je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Le problème, c'est que c'est faux. Donc, là, je crois que alors, c'est ce que écrit Léo Alexander. On doit admettre que le docteur Racher, bien qu'il se soit vautré dans le sang, autopsie immédiate de sujets qui venaient d'être tués, et dans l'obscénité, il laissa mourir des sujets refroidis dans un lit avec des femmes nues afin de montrer l'inefficacité relative de cette méthode de réchauffement, tout en se donnant prêt à mesurer la température rectale de ceux qui avaient suffisamment récupéré pour pratiquer un acte sexuel, semble néanmoins avoir résolu la question du traitement des sujets en état de choc dû au froid. La question est de savoir à quel point on peut avoir confiance en lui d'un point de vue scientifique. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il a truandé ses résultats, puisque on a les cahiers d'observation et on a l'observation finale qui a fait l'objet d'une publication dans une revue allemande. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est, et on le verra tout à l'heure, c'est que les expérimentations faites par Racher continuent à être citées dans les livres de médecine aéronautique. Et la grande question, c'est des données éthiquement immorales peuvent-elles continuer à être publiées? C'est la question qu'on pose. Mais je vous en parlerai la prochaine fois, puisque là, j'ai écrit un article sur Hans Inselmann, l'inventeur du colposcope, qui a fait des expérimentations sur des femmes juives déportées à Auschwitz. Et c'est en partie grâce à ces expérimentations qu'il a été possible de faire, de permettre l'invention du colposcope. La question dans tout ça, c'est a-t-on le droit de conserver des données éthiquement immorales? Alors, il y a d'autres expérimentations. On va y aller plus rapidement. Il y a l'expérimentation sur l'eau de mer. Alors, vous avez... là aussi, je voudrais vous insister sur le fait que c'est des expérimentations qui sont faites pour la Luftwaffe et la Kriegsmarine. La Luftwaffe et la Kriegsmarine ne sont pas des branches de l'armée qui étaient des branches spécialement nazies, endoctrinées. Et pourtant, il y a un problème, c'est que on est en 1900, là c'est une expérimentation qui a lieu à Dachau, on est confronté au problème des naufragés, et là, on veut savoir quelle est la meilleure méthode d'obtention d'eau potable pour les pilotes ou les marins naufragés. Alors, tu as Schaeffer qui a mis au point, pour la Luftwaffe, un procédé de dessalement de l'eau de mer qui coûte très cher, avec du fer, mais qui a l'avantage d'être efficace. C'est-à-dire comment rendre l'eau de mer potable. Et puis, tu as Berka qui a découvert également, à la demande de la Luftwaffe, une méthode qui améliore le goût de l'eau de mer, mais qui reste salée, mais qui est buvable, mais qui ne change pas la teneur en minéraux. Alors, on veut savoir laquelle des deux méthodes est bonne. Alors, on décide de faire une expérimentation. Et là, on fait appel à Hans Eppinger. Hans Eppinger, c'est le professeur de médecine interne à Vienne. C'est un grand patron. Et c'est un type hyper réputé, auteur de multiples travaux. Aujourd'hui, pendant longtemps, il y a eu le prix Hans Eppinger qui célébrait les meilleurs travaux en médecine interne ou en hépato en Autriche. Donc c'est véritablement un grand praticien. Il s'est suicidé en 1945 quand on est venu l'interroger sur les expérimentations auxquelles il
il a donné l'idée de réaliser. Donc, il n'est pas présent au procès. Alors, lui, en fait, il propose, c'est lui qui met en place la méthodologie. Il dit, voilà, les sujets seront séparés en 4 groupes pour l'expérimentation qui durera 6 jours. Le premier groupe recevra de l'eau de mer. On lui donnera à boire de l'eau de mer selon le procédé Berka. Le deuxième aura de l'eau potable ordinaire. Le troisième sera privé de toute eau potable, c'est-à-dire qu'on ne leur donne rien à boire. Et le quatrième, il a une quantité différente. Enfin bref, c'est une méthodologie parfaite. Et alors on fait une seconde expérience où on étudie en parallèle des gens avec de l'eau de mer selon la méthode de Berka et puis l'autre. Enfin bref, on compare les différents types de méthodes. C'est une méthodologie tout à fait parfaite. Et il décide d'envoyer William Beckbock, qui est son chef de clinique, pour réaliser son expérimentation. Alors lui, le type, d'après ce qu'on voit, c'est un type qui est complètement psychorigide. Et les sujets d'expérimentation qu'on lui adresse, c'est des tziganes. Il a affaire à des tziganes qui sont complètement, pour lui, ça dépasse tout entendement. C'est-à-dire qu'ils ne lui obéissent pas. Alors, il y en a un, il dit non, mais moi, je ne vais pas faire votre expérimentation. Il faut comprendre que les tziganes ont été déportés beaucoup plus tardivement que les juifs et que même parmi les tziganes, par exemple, certains avaient été dans l'armée allemande et certains avaient été décorés de la Croix de Fer, certains avaient été et on les avait arrêtés en 43-44 pour les envoyer à Auschwitz avec leur famille, alors que jusqu'à présent ils avaient participé en fait à l'effort allemand. Et donc il y en a un qui dit mais je suis pas d'accord moi pour participer à votre expérimentation. Alors il dit bah, si vous ne participez pas, je vous exécute et il n'y a pas à discuter. Alors il met au point l'expérimentation, il note scrupuleusement la soif prend une forme difficile à supporter. Le malade est étendu sans mouvement avec les yeux mi-clos, il ne prend aucun intérêt à ce qui l'entoure, il demande de l'eau seulement lorsqu'il s'éveille de son état semi-conscient. L'apparence est très mauvaise et désespérée, l'état général est alarmant et la respiration est pénible, 25 par minute. Les yeux sont profondément cernés, les muqueuses de la bouche et des lèvres sont sèches et couvertes de croûte. Les battements du cœur sont très bas, à peine audibles, le pouls est faible, le foie est à 2-3 travers de doigts, plutôt mou, modérément saucible, rate légèrement augmenté de volume, les muscles sont hypotomiques, les articulations super extensibles, les mollets sensibles à la pression, les réflexes de Rundberg fortement positifs, la tonicité du globe oculaire est mauvaise. Donc le type, une observation parfaite. Le problème, c'est que là, en fait, il y a un moment dans l'histoire, c'est qu'à un moment, il y a un type qui lave le parterre. Et un des tziganes donne un coup de pied dans le seau d'eau. L'autre se déverse par terre. Et tous les tziganes qui crèvent de soif, qui sont dans le bras où on ne leur donne pas, ils lèchent par terre. Et alors là, ça met Beckbock dans un état de nerfs terrible. Alors, il va être condamné à 15 ans de détention. Il purge une peine de 4 ans de prison. Après, il deviendra assistant, médecin-chef des hôpitaux. Il est mort en 63 et dans sa nécrologie, il va avoir une nécrologie en fait dithyrambique de la part de ses collègues, alors qu'il a participé à cette expérimentation. Mais ce qui m'a marqué, c'est en fait l'incident qui a lieu à cette partie du procès. Vous avez un gitan qui s'appelle Hollenreider. On est en 1946, hein, le gitan encore, le massacre des gitans est ignoré, ou en tout cas. Et Hollenreider, en fait, il a été déporté à Birkenau avec sa femme, ses enfants, sa famille, et sa famille a été tuée. Il a été envoyé à Dachau pour cette expérimentation, et au cours, il est cité par l'accusation. Et en fait, il arrive, et quand on lui pose la question est-ce que vous avez déjà été condamné? C'est-à-dire, ça, c'est les avocats de la défense. Il dit oui. En fait, il avait été condamné pour vol. Donc la défense s'engouffre dedans et dit voilà, comment vous voulez que cette personne soit un bon témoin puisque c'est un voleur, alors que de l'autre côté, j'ai un médecin d'une grande honorabilité. Et puis à un moment, on pose la question à Hollenreider. On dit est-ce que vous reconnaissez parmi ce groupe de médecins celui qui a pratiqué l'expérimentation sur vous et les vôtres? Et il reconnaît Beckbock. Et ce qui se passe, c'est que Hollenreider, qu'on voit de dos, avec 2 soldats américains, il se jette sur Beckbock et il veut le frapper. Où est-ce qu'il frappe? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas marqué. Mais en tout cas, il crée un tumulte dans le procès parce qu'il veut frapper le type. Et aussitôt, il est arrêté par les soldats américains
Et ce témoin d'expérimentation est condamné à plusieurs mois de prison pour avoir troublé l'ordre public pendant le procès. Donc, dans le bouquin, il y a cette phrase. Avez-vous quelque chose à dire pour expliquer votre conduite? Et alors il dit, cet homme est un meurtrier, il a ruiné ma santé. Donc là, les Allemands, et là c'est là où aussi on voit, la Société de médecine interne va rédiger un rapport dans lequel ils disent que les expériences étaient nécessaires, qu'il y avait un caractère humain et scientifique de cette expérimentation, et qu'il y a eu une absence de dommages et de morts, et que ça a été fait au 55e congrès allemand de médecine générale par le professeur Homm. C'est-à-dire qu'en fait, les praticiens défendent celui qui a mis en place cette expérimentation. Voilà. Je crois que, à part ça, alors on va rapidement donner les autres expérimentations. Donc là, il y a eu une expérimentation de traitement par le paludisme. Alors, on a un gros problème, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas en combien de temps après une piqûre d'anophèle femelle, on commence à développer les signes. Et vous avez un type qui est un peu gaga, qui a 70 ans, ou 65 ans, enfin je crois que c'est 65 ans plutôt, mais qui a travaillé pendant 40 ans sur le paludisme. Et toute sa vie, il s'est intéressé aux mécanismes de transmission. Et là, on lui donne la possibilité de tester sur 1000 personnes, de faire des inoculations. Il s'appelle Klaus Schilling, il a la retraite, et alors donc il va réaliser des inoculations chez 1084 déportés. Et c'est important, c'est qu'il leur inocule le paludisme, mais surtout, il teste sur eux des médicaments. Et là, c'est important, il teste un produit qui s'appelle la préparation 2516, produite par la société Boehringer. Boehringer, laboratoire pharmaceutique allemand, fournit à M. Klaus Schilling une préparation pour qu'il l'expérimente sur des déportés. Il n'y a pas que Boehringer qui va avoir cette attitude. Schering va également adresser des médicaments. C'est-à-dire que dans les expérimentations vont participer les médecins, bien sûr, mais le corps médical, parce que toutes les expérimentations sont en fait, y collaborent un grand nombre de structures universitaires, mais également des laboratoires. Il y a des expériences sur l'hypérite, sur les poisons. Alors il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis il y a une expérience aussi qui est intéressante, qui montre en fait, cette personne-là, c'est Heinrich. Il est tué au cours d'un attentat à Prague, et en fait, il ne meurt pas sur le coup. On lui tire dessus, et en fait, on appelle à son chevet celui qui est considéré comme le plus grand chirurgien allemand, qui s'appelle Karl Gerhardt, qu'on voit là, qui est un médecin extrêmement réputé. Karl Gerhardt, il est le médecin personnel de Himmler, il est président de la Croix-Rouge, il est professeur depuis 1937 de chirurgie à la faculté de médecine de Berlin, et il était responsable du service médical au cours des Jeux olympiques de Berlin. C'est un grand orthopédiste, et on l'appelle au chevet de Heinrich. Et la question, c'est, depuis longtemps, est-ce qu'il faut administrer des sulfamides avant d'opérer et après on opère? Est-ce qu'il faut opérer et donner des sulfamides? Enfin, il y a tout un débat, on ne connaît pas encore, parce qu'il n'y a pas de pénicilline. Et les Allemands sont très embêtés par la pénicilline, parce que les Américains, dans leur propagande, font des largages de tracts au-dessus des lignes allemandes en disant si vous êtes blessé, nos blessés ne meurent pas, parce que nous avons la pénicilline qui permet de guérir toutes les affections, ou au-dessus des hôpitaux, on a, toi qui souffres de gangrène, sache que si tu étais dans les lignes américaines, tu serais guéri par la pénicilline. Donc les Allemands, ils cherchent l'anti-infectieux, mais ils n'ont que les sulfamides, donc je vous ai montré tout à l'heure avec Doc Barth. Alors là, lui, il donne des sulfamides à Heinrich, Heinrich meurt. Et là, Hitler l'a convoqué, et ne veut pas le recevoir. Et c'est le camouflet pour ce type qui est un grand patron de chirurgie, parce qu'il est tombé en disgrâce auprès d'Adolf Hitler, qui le tenait en grande estime, qui l'avait envoyé pour opérer Heinrich. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il décide en fait de faire des expérimentations
sur des femmes polonaises à Ravensbrück. Alors, il va, sur 3 séries de 15, puis 36, puis 24 personnes, il incise les muscles de la jambe sur 10 cm, ouvre la ponévrose, écrase le muscle, et après avoir y injecté de l'adrénaline pour anémier cette partie, il dépose différents types de cultures de bactéries, aérobies et anaérobies, parfois des débris de bois et de verre, et il entame des séries statistiques avec des sujets témoins non protégés par les sulfamides. Alors, à l'un groupe, il donne des sulfamides, à l'autre, non. Et là, il utilise des polonaises. C'est une expérimentation qui va être connue par les Alliés, qui va être répercutée. Et en fait, pendant la guerre, Radio Londres en parle. Et là, on voit apparaître au procès, alors qu'il y a le rideau de fer qui commençait à être mis en place entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, le gouvernement polonais autorise en fait ces jeunes femmes qui ont eu des expérimentations à venir témoigner. Et elles viennent témoigner, elles viennent montrer en fait ces incisions. Elles ont fait l'objet d'expérimentations par Karl Gebhardt, qui voulait en fait prouver qu'il n'avait pas eu tort dans son intervention sur Heydrich. Et là, il y a lui, il dit attendez, moi j'ai donné l'idée de l'expérimentation, mais c'est vrai que sur place, c'est pas lui qui a réalisé les expérimentations. Qui a réalisé les expérimentations? La seule femme du procès, Hertha Oberhauser. Alors, Hertha Oberhauser, elle est dermatologue et elle est médecin à Ravensbrück. Alors, on lui demande mais pourquoi vous êtes devenu médecin à Ravensbrück? Elle dit j'acceptais une offre qui me parut convenable au camp de femmes de Ravensbrück en décembre 1940 à la suite d'une annonce parue dans un journal médical et demandant une spécialiste des maladies de la peau et des maladies vénériennes. Et en fait, on lui dit mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit parce que comme ça, moi, en tant que femme, je voulais apprendre les gestes chirurgicaux et là, ça m'a permis d'apprendre. Elle n'est pas très gentille avec les patientes. Elle dit qu'elle est obligée d'avoir une certaine distance et d'ordre. Elle dit que c'était nécessaire. Alors, elle dit je n'ai pratiqué moi-même aucune opération. J'étais une dermatologue. Quelquefois, j'administrais l'anesthésie. J'aidais à faire les pansements et les plâtres. Après l'opération, je devais contrôler l'administration des médicaments et les pansements, la position de la jambe, et les examens de sang et d'urine. Voilà, ça c'est la femme. Et puis, il y a un autre personnage que je trouve qui est très intéressant, parce que lui, c'est Fritz Fischer. Il a 35 ans. C'est le plus jeune. C'est un beau garçon. Et lui, en fait, il était chirurgien, chef de clinique chez Gebhardt. Et Gebhardt lui a demandé de mettre au point l'expérimentation. Et alors lui, il a participé aux expérimentations, mais il l'a fait parce qu'il fallait obéir à son patron. C'est pas un nazi convaincu. Il a été blessé sur le front de Normandie. Il lui manque un bras. Il a été amputé d'un bras. Et il est là, il assure sa défense avec beaucoup de brio, mais il témoigne en fait d'un état d'esprit. Alors je vous lis ce qu'il dit. Nous les voyons combattre et mourir sans haine pour l'ennemi, mais seulement parce qu'ils ne désobéissaient pas et parce qu'ils n'obéissaient pas aux lois de l'État. Alors à cette époque, je n'étais plus un médecin civil libre, mais un soldat tenu à l'obéissance. Il dit voilà, moi j'étais obligé d'obéir. Et alors là, il y a l'accusation qui lui dit supposons que le docteur Gebhardt vous ait ordonné à vous, jeune soldat obéissant, de couper le bras du docteur Oberhauser, de la femme, pour l'utiliser dans une expérience. Qu'auriez-vous fait? Et lui répond je ne puis répondre à cette question. C'est-à-dire que, en fait, il obéit à tous les ordres qu'on lui donne. Et là, même Oberhauser, dont on pourrait soupçonner qu'il avait une liaison assez proche avec elle, si on lui demande de couper le bras, il dit il ne sait pas quoi répondre. Alors, on fait également des opérations de régénération d'os. Voilà, ça, c'est les images des femmes polonaises. Et puis, on a également donc, d'autres... alors, je ne vais pas rentrer dans toutes. Il y a des expériences sur les ictères. Il y a des expériences de stérilisation qui ont lieu à Auschwitz, où là, en fait, on fait des stérilisations sur des hommes. Donc là, il y a un certain nombre de témoignages. On a des expérimentations sur le typhus, on a des expérimentations sur les poisons. On expérimente différents types de poisons, mais ça, sur des prisonniers, sur les bombes incendiaires, et voilà. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on montre tout ça, mais je voudrais, pour terminer, en fait, vous donner... En fait, les aboutissements, et peut-être la partie la plus importante du topo, c'est que il y a, et ça c'est probablement la partie la plus importante dans le cadre de l'enseignement d'éthique, l'argument selon lequel
le médecin, et c'est ce que moi, c'est mon propos, c'est peut-être qu'il y a une discussion à avoir là-dessus. Mon propos, c'est que, contraire, il a été facile après la guerre de mettre le doigt pour les multiples universitaires qui ont participé de près ou de loin aux expérimentations, pour les membres de l'industrie pharmaceutique. Il a été plus facile après la guerre de dire j'ai les patients sur lesquels on a fait des expérimentations, enfin, les gens qui ont fait des expérimentations, c'était des fous, plutôt que de dire la vérité. C'est évidemment, c'est un peu pour le phénomène, il est facile de pointer le doigt sur Mengele, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'a jamais été arrêté. Il est plus facile de raconter que Mengele faisait des expérimentations pour soi-disant améliorer la race humaine, alors qu'il faisait des études en double aveugle. C'est-à-dire qu'il prenait des jumeaux sur lesquels il inoculait une maladie aux deux jumeaux. Il expérimentait sur l'un des jumeaux un médicament, sur l'autre non. C'est plus facile de dire que ces expérimentations, c'était pour améliorer, plutôt que de dire qu'il faisait des expérimentations pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Vous me comprenez? Or, ça, c'est ce qu'on appelle le flou éthico-juridique. Et je crois que à chaque fois que on m'a demandé de poser le sujet pour l'examen, et moi je préfère donner toujours les sujets d'examen, parce que moi, on est plus content quand on corrige des copies. Mais à chaque fois que j'ai posé la question, c'est quels sont les arguments de la défense et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a 7 arguments de la défense qui ont été émis. Il faut dire que les avocats allemands étaient probablement meilleurs que les avocats de l'accusation. Premièrement, ils ont dit, les avocats de la défense ont dit, les médecins allemands ont réalisé des expérimentations où il y a une forte analogie avec celles réalisées par les chercheurs américains. Alors, comment ils s'y sont pris? Quand il y avait des questions, ils ont dit « Mais est-ce que vous avez des renseignements sur les expériences réalisées par l'armée américaine pour l'essai de vaccins ?» C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que les médecins américains faisaient des expérimentations sur les ictères, sur les hautes altitudes, sur les vaccins. En fait, les mêmes thèmes de recherche étaient réalisés par les équipes américaines de physiologie. Et voilà pourquoi il y avait Ivy, qui a donné après le test d'Ivy en hématologie, qui était un des médecins présents comme spécialiste. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que les Américains faisaient les mêmes types d'expérimentations. Mais on verra que les Américains, eux, utilisaient, et c'est ce qu'ils ont dit aux médecins de la défense, ils utilisaient des volontaires. Ils utilisaient des prisonniers, mais des prisonniers volontaires. Ils utilisaient des objecteurs de conscience, mais des objecteurs de conscience volontaires. Alors, Léa Alexander a dit les médecins américains, bien sûr, ont fait des expériences, mais ils ont respecté le serment d'Hippocrate. Les expériences réalisées par les médecins américains n'ont réalisé aucun décès. Et il dit les seules protestations étaient celles de prisonniers dont la demande de servir aux expériences n'a pas été acceptée. Et Ivy, qui est là, il dit les médecins américains ont insisté sur le caractère volontaire des sujets et le respect des conditions expérimentales. Deuxième argument. Karl Brandt, type très intelligent, il dit c'est très simple. Si on ne considère pas la situation entière qui était la situation de l'Allemagne à cette époque, on ne peut rien comprendre du tout des expériences particulières. Et il met la responsabilité sur l'État totalitaire. Il dit lorsque la personnalité est dissoute au sein du corps collectif, toute demande qui lui est soumise doit être dissoute au sein du concept du système collectif. Les besoins de la société sont maintenant des besoins individuels et l'être humain, ce complexe individuel, sert uniquement à l'intérêt de la société. Et pendant la guerre, l'État totalitaire prend entièrement à son compte la responsabilité du médecin. Lorsque l'expérience finit fatalement, le médecin n'est plus qu'un instrument. Les sentiments personnels et professionnels comme les obligations éthiques doivent céder le pas à la nature totalitaire de la guerre. Autrement dit, ce n'est pas lui qui est responsable, c'est l'État. Quant à Fritz Fischer, il dit, c'est ce fameux type
qui a perdu un bras. Il dit en 42, l'individu ne pouvait obéir à sa loi intérieure. Il était soumis à un ordre plus élevé, à une communauté plus élevée. En tant qu'individu dans un État libre, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Mais en temps de guerre, dans un État totalitaire, il y a des situations où l'individu doit se soumettre comme un aviateur qui doit lancer une bombe. Je désire simplement souligner que ce qui est arrivé n'a pas été provoqué par la cruauté, mais uniquement pour nos blessés dans le cadre de l'État. Autrement dit, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour obéir à un ordre, mais pour aider les blessés. C'est-à-dire, si j'ai inoculé à ces jeunes femmes les agents, le verre, le bois, etc., c'est pour faire avancer la science. Alors, il y a Nelt, Ivy, qui dit... alors, il se fait interroger, et c'est ce qui est terrible. C'est là où on voit les points, vous savez, comme ça se passe dans les procès américains. Ivy, qui est un physiologiste américain, il est interrogé par un avocat allemand et qui lui dit première question, monsieur Andrew Ivy, le totalitarisme et la démocratie constituent deux mondes différents de pensée et de comportement, et ils sont difficilement compatibles. Alors, il dit bon, d'accord. Il dit les citoyens d'un État totalitaire ne doivent-ils pas obéir à leur gouvernement ? Traduction, est-ce que vous auriez obéi à un ordre ? Alors il dit, je ne pense pas qu'il le devrait. Voulez-vous que les citoyens d'un État totalitaire devraient refuser d'exécuter les ordres de leur gouvernement ? Ivy répond, c'est ce que je pense. Alors il dit, dans ce cas-là, je n'ai pas de question à vous poser. En fait, en subliminal, c'est vous avez vécu dans un État démocrate, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans un État totalitaire. Troisième argument. Les expériences ont été réalisées par des médicaments, par des médecins désintéressés, uniquement motivés par le souci d'apporter des connaissances scientifiques susceptibles d'apporter des bienfaits à un grand nombre d'individus. Alors, là, tu as Gerhard Rose, qui a participé aux expériences d'ordre d'infectiologique, en particulier sur le palu, et il dit que c'est un type qui est l'équivalent du directeur de l'Institut Pasteur. C'est un grand infectiologue. C'est un type qui a une connaissance énorme de l'infectiologie et de l'histoire de l'infectiologie. Et il dit qu'il avait trouvé qu'il était révolté émotionnellement à l'époque, malgré les énormes avantages des expériences humaines. Et il dit Richard Strong qui a pratiqué des expériences sur la peste ou celles qui ont été réalisées sur le beriberi, on l'en veut pas. Il dit, pour ce qui ne connaît pas le beriberi, il est difficile d'imaginer le fardeau mental à un médecin qui, pendant des semaines, doit observer et soigner ses sujets, enregistrer tous les détails des symptômes de la maladie. Il dit, Strong était professeur à l'université d'Harvard et président de la Société de médecine tropicale. J'espère que l'accusation n'essaiera pas de diminuer le travail de ce chercheur très respecté en disant qu'il y a des criminels partout. Je vous demande de croire que Strong est un homme de devoir et du plus grand sens éthique. Autrement dit, Rose défend le médecin américain qui a fait des expériences qu'on a vues tout à l'heure sur le beriberi, sur la peste, pour bien montrer que finalement, lui est un grand professeur honorifié, alors qu'il n'a fait que la même chose que lui. Alors Fleming dit, il dit que finalement, ils donnent tous des expériences. Ils disent il dit Fritz Stotter, qui est l'avocat de Kurt Blom, il dit voilà, je comprends pas pourquoi on accuse mon client on porte des accusations à mon client pour la réalisation d'expériences qui ont valu à d'autres chercheurs d'être glorifiés. Voilà, c'est les trucs. Et puis Rudolf Brandt, il dit voilà, mais je comprends pas, nous on a tous fait des expériences dans un but totalement désintéressé et pour la science. Il dit moi-même, quand j'étais jeune, j'ai voulu aller travailler avec Albert Schweitzer en Afrique. Et quant à Kurt Blom et Gerd Bedard, il dit Gerd Bedard, c'est le chirurgien qui devait opérer Heydrich. Enfin, il dit je comprends pas, nous dans toutes ces histoires, on n'a rien touché comme argent, on a fait ça dans un but totalement désintéressé. Je vois pas pourquoi on nous en veut. Et c'est important parce que il y en a même un qui dit et en fait ils disent tous, ils insistent bien sur le caractère désintéressé. Leur but c'est d'améliorer la science. Et puis Romberg, c'est le médecin de médecine aéronautique. Il dit, écoutez, moi, je me suis livré moi-même à des expérimentations. Et on montre des photos. Alors Romberg, il montre une photo, ça c'est lui. Et puis à côté, on le soumet, vous savez, à une pression de 485 km à l'heure. Vous savez, c'est un truc qui doit tourner. Et ce qui fait 1130 km au mètre carré. Et il montre des photos, il dit, moi j'ai fait des expériences sur les hautes altitudes moi-même. Donc je comprends la souffrance des gens.
Voilà. Quant à Beckbock et Schaffer, il dit bah, nous, on a géré de l'eau de mer avant de faire les expérimentations sur les gens. Donc, nous, on s'est fait des auto-expérimentations. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'auto-expérimentation. Donc, véritablement, ils veulent tous se présenter comme des gens désintéressés, mus par un seul souhait, améliorer la science. Et alors là, un sujet, et c'est intéressant parce que personne, finalement, ne s'était intéressé aux lectures du procès. Et moi, je trouvais que c'était intéressant. À un moment, tu as le docteur Servatius, qui est un avocat archi brillant, qui s'adresse au docteur Ivy, qui est le physiologiste américain. C'est le plus grand physiologue qui a appelé pour l'accusation, pour donner son avis. Et lui, on lui dit, témoin, prenez le cas suivant. Vous êtes médecin dans une ville où la peste fait rage. Et vous avez un médicament susceptible de le combattre. Cependant, vous devez l'essayer sur quelqu'un. Et le chef de la ville, autrement dit le maire, mettons le maire, vient vous trouver et vous dit, voilà, un criminel condamné à mort. Sauvez-nous en effectuant l'expérience sur cet homme. Est-ce que vous refuserez de le faire? Ivy dit, on ne saurait justifier la mise à mort de 500 personnes pour en sauver, de 5 personnes pour en sauver 500. Ça, c'est la réponse d'Ivy. Et ça témoigne un petit peu des choses. Quatrième argument, limite des modèles expérimentaux animaux. Alors on demande, il y a l'avocat de Murgrowski qui a participé aux interventions sur le palu, il dit on a été obligé de faire ça sur des hommes parce qu'il n'y a pas de modèles animaux. Karl Brandt dit la comparaison biologique entre les humains et les animaux n'est plus possible. Alors, il explique que pendant la guerre, pour ses expériences, il a fait venir d'Afrique des singes et que ça coûtait très cher, mais il dit chez certains malades et certaines conditions, les expériences humaines sont absolument essentielles pour assurer le progrès des recherches scientifiques. Cinquième argument. Et vous voyez, les arguments de la défense, ça suscite des grandes questions et des interrogations. Richard Strong, on dit voilà, les médecins ne sont pas responsables de la sélection des sujets d'expérimentation. Eux, ce qu'ils disent, ils disent nous, on nous a donné des sujets sur lesquels il fallait faire des expérimentations, mais nous, on y était pour rien. C'est pas nous qui les avons choisis. Nous, on y est pour rien. On a fait notre travail de médecin expérimentateur. Et il dit, et c'est là où, tout à l'heure, je vous ai parlé, et c'est pour ça que quand j'ai travaillé sur le procès des médecins de Nuremberg, dans un premier temps, j'avais travaillé que sur le procès des médecins de Nuremberg. Or, il a fallu que je travaille avant sur l'histoire des expérimentations, parce qu'on en parle dans le procès. Il dit, voilà, Strong, il a fait une sélection implicite en réalisant ses expériences aux Philippines et non pas aux États-Unis. On le sait aujourd'hui que beaucoup d'expérimentations ont lieu en Europe de l'Est ou plutôt qu'en France ou aux États-Unis parce qu'il y a plus de sujets, parce que la façon de réaliser les expérimentations est plus simple. Walter Reed a dit connaissez-vous les expériences de Yersin et Valla qui ont infecté des coulis avec succès avec du typhus? C'est-à-dire qu'en fait, de tout temps, on a fait des expérimentations sur l'homme. Sixième argument. Et ça, c'est un argument aussi qui a été émis, c'était les médecins ont donné aux détenus l'occasion de se racheter. Et là, je reprends quelque chose que vous avez vu au début du cours, c'est-à-dire en fait sur cette notion de, pour un criminel, c'est une façon de se racheter de sa dette. Alors, vous avez Vetz qui dit, qui considère qu'on peut réaliser des expériences sur des condamnés quand il n'y a pas d'autre moyen. Karl Brandt qui dit c'est l'occasion de se racheter par une décision de la Providence. Ce n'est pas nécessairement lié à la réduction de peine. Il dit, Oskar Schroeder, il dit pourquoi on ne réaliserait pas des expérimentations sur des criminels condamnés à mort qui souhaitent racheter leur faute, alors que pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui partent au front. Et Mugrowski, il dit, voilà, le service militaire est considéré comme un service honorable. Une condamnation pénale rend inapte au service militaire. C'est dans ce milieu que l'État doit choisir ses sujets d'expérience. Et là,